je vais aborder aujourd'hui, toujours pareil dans cette étude des soulèvements, rébellions de la génération Z en Afrique, le cas de la génération Z à Madagascar. Je le fais d'autant plus facilement, enfin pas facilement, hein, mais je le fais d'autant plus aisément parce que bon, j'ai une attache avec Madagascar et donc j'ai la possibilité de m'informer par le relais des réseaux familiaux, quoi. Donc c'est un sujet qui m'intéresse à double titre. D'abord en tant qu'historien qui travaille sur l'Afrique de l'Est, qui pendant longtemps et encore aujourd'hui n'a pas voulu travailler sur Madagascar parce que j'étais à la fois jugé parti dans cette affaire, mais qui, au travers de cette comparaison entre les rébellions de la jeunesse au Kenya et à Madagascar, cette idée de faire une comparaison entre deux mouvements de jeunesse qui s'est manifestée dans les 12 derniers mois. Donc la génération Z de Madagascar, c'est un petit peu comme ce graffiti qui est inspiré par Banksy. On a une sympathie pour ce phénomène dans la mesure où ça rappelle soit les printemps politiques européens ou les printemps politiques contemporains, soit aussi un vieux imaginaire des rébellions de la jeunesse qui marquent toujours la mythologie française. C'est-à-dire que les rébellions de la jeunesse de par le monde parlent français parce que bon, ça fait référence à certains épisodes de notre histoire. Pour étudier cette question, je vais m'appuyer sur un plan assez classique, avec toujours cette idée en arrière-plan, écume ou vague de fond, c'est-à-dire en quoi ces mouvements de rébellion, de colère de la jeunesse, révèlent-ils des changements importants ou au contraire ne sont que des manifestations passagères, c'est-à-dire reprendre l'idée de la vague de fond qui aura des effets importants ou au contraire une écume, c'est-à-dire un mouvement qui certes est spectaculaire mais n'aura pas beaucoup d'incidence. Donc ça c'est un thème récurrent que j'utilise autant pour le cas malgache que pour le cas kényan. Pour m'appuyer sur cette étude de cas, je fais référence à des travaux d'historiens, de politologues. Donc à chaque fois, je mets en référence ces données bibliographiques, avec là un ouvrage qui m'apparaît intéressant parce qu'il avait, ou du moins dans la préface, il avait déjà anticipé un petit peu ce changement. C'est l'ouvrage que j'ai cité, Regard sur la vie politique de Madagascar. Et surtout la préface d'un collègue Ranjev qui est assez pertinente. Alors, premier élément, première approche, c'est de se poser la question sur ce qui anime, ce qui explique, c'est-à-dire les fondements structurels ou conjoncturels qui expliquent cette montée de la rébellion de la jeunesse à Madagascar, c'est-à-dire ce qu'on pourrait appeler comme les raisons, les causes profondes et contextuelles. Dans un deuxième temps, je verrai en quoi la conjoncture, là, on se rapproche de l'événement, c'est-à-dire que je suis un plan qui est très, très historien, hein, c'est-à-dire la longue durée, la moyenne durée et la courte durée. La longue durée, c'est les tendances structurelles qui expliquent le phénomène. La moyenne durée, c'est cette conjoncture en l'espace de quelques années, voire 1 ou 2 années, qui explique également le phénomène. Et enfin, je m'arrêterai sur l'événement en tant que tel, avec des points d'interrogation, puisque l'événement n'est pas terminé. La génération Z, c'est encore un événement en cours. Alors peut-être qu'il va s'achever, peut-être qu'il va durer, ça c'est l'inconnu, et je ne pourrai pas répondre à ces questions, puisque en tant qu'historien, je fais surtout de l'observation et de l'analyse sur des faits bien réels. Alors en espérant que ça marche, ça marche pas. J'ai trouvé quelqu'un qui sait parfaitement, une secrétaire là, qui me dit le plan FIA, je
Je suis tout à fait capable, donc quand s'il y a un problème, on ira la voir. Bon, là j'essaye, mais ça ne marche pas. Hein. Père Laurent. On m'a dit c'est très simple, on a tout simplifié. Bon, ben, vous n'aurez pas le PowerPoint, mais vous l'aurez en diffusion par l'intermédiaire du réseau. Donc, quelles sont les causes profondes de l'émergence de la jeunesse et de cette flambée contestataire durant le mois de septembre-octobre? Alors, première raison qui se répète, on pourrait dire, dans chaque pays africain, l'impact démographique, la pesanteur démographique de la jeunesse. Donc là, il n'y a rien de bien nouveau en Afrique, mais on a effectivement plus de la moitié de la population qui est sous la barre des 25 ans, et la catégorie dite génération Z, c'est-à-dire la génération des zoomers, entre 15 et 30 ans, est la zone centrale, le point de gravité de la population malgache. Deuxième élément important concernant les raisons profondes, les causes structurelles, le fait que nous avons, comme au Kenya, une population jeune qui est formée, pas nécessairement mieux formée, mais qui est formée, c'est-à-dire qui a suivi un cursus scolaire. Alors, avec l'échéance des diplômes, qui est un révélateur d'une espérance importante, mais si vous voulez, on a une population ou une cohorte qui est beaucoup plus formée que la cohorte précédente, celle des parents ou celle des aînés. Troisième facteur important, le fait que cette jeunesse est confrontée à, et là, dans le cas de Madagascar, c'est une réalité qui est très dure, qui est confrontée à une pauvreté extrême. Alors, Madagascar est un cas d'école, puisque un collègue m'a dit c'est le seul pays qui n'a pas connu de guerre civile ou de guerre militaire, de guerre aux frontières, et qui pourtant, depuis l'indépendance, a régulièrement décliné. L'économie malgache a régulièrement décliné. Et ça, c'est un élément qu'il faut prendre en considération, c'est-à-dire que à la différence, par exemple, du Kenya que nous avons présenté la semaine dernière. Dans le cas de Madagascar, la pauvreté, c'est bien sûr la pauvreté dans le sud de l'île avec la réapparition des famines, mais c'est une pauvreté générale qui touche toutes les régions, tous les milieux ruraux et urbains. Et effectivement, qui touche cette classe d'âge qui est en vague, on pourrait dire, de promotion scolaire, mais qui ne trouve pas de débouchés sur le plan local. D'autant que, et ça c'est le deuxième élément qui est particulier à Madagascar, Madagascar est une île. Alors, c'est une banalité, mais en réalité, à la différence des autres pays africains qui ont toujours la possibilité d'offrir à leur jeunesse une porte d'immigration, ce n'est pas le cas de Madagascar. Si vous voulez, prenons le cas kényan qui nous a intéressés, il y a toujours la possibilité pour les Kenyans d'aller rechercher du travail dans les pays voisins, la Tanzanie, le Rwanda, l'Ouganda, voire même la Somalie. Voire même de partir plus loin. Dans le cas de Madagascar, c'est une île, et donc effectivement, cette soupape de sécurité qui permet, on pourrait dire, d'alléger un petit peu le fardeau démographique, cette soupape n'existe pas. Donc voilà des éléments structurels qui expliquent la situation d'une jeunesse qui est bien présente, mais qui n'a pas, en termes économiques, qui n'a pas d'avenir, et qui bute, alors là c'est une autre raison structurelle, mais que les Malgaches ne vont pas afficher mécaniquement, dans un premier temps, qui bute sur une société qui est une société profondément marquée par l'autorité des aînés. Là, c'est un élément qui, là aussi,
On avait vu la même chose dans le cas du Kenya. Dans le cas du Kenya, c'était la Harambee, c'est-à-dire ce culte de la collectivité nationale. On a la même chose dans le cas malgache, sauf que c'est l'autorité des aînés au sein de la famille, l'autorité des aînés au sein de l'ethnie ou de la tribu, enfin de l'ethnie, le terme est plus juste, mais c'est aussi l'autorité des aînés au sein de la nation. Et ça, c'est un élément qui joue, c'est-à-dire que la jeunesse malgache est confrontée à toute une série d'interdits. Les malgaches appellent ça les fadis. Ces interdits sont liés au respect du droit d'aînesse, pas du droit d'aînesse, du droit ou du pouvoir des aînés, au respect de la coutume, des traditions, au respect de la famille, avec toute une série de pesanteurs culturelles associées à l'histoire de Madagascar. C'est-à-dire qu'à Madagascar, tout le monde sait qu'il y a sous-jacent toujours une tension entre les sociétés des hauts plateaux, les mernes en particulier, et les sociétés périphériques littorales, qu'on appelle les côtiers. Ça, c'est une tension qui a toujours existé, qui est le fruit de l'histoire, mais qui, effectivement, participe à cette culture du non-dit qui, à Madagascar, est très importante. Pareil concernant les étrangers. Alors, les étrangers à Madagascar, c'est aussi un élément qui est très sensible, puisqu'il y a à la fois les descendants des colons, mais ça, nous verrons qu'il y en a très peu, mais il y a aussi des Indiens, oui, allez-y, il y a aussi des Chinois. Et donc, parler de ces populations qui sont pourtant historiquement implantées depuis plus d'un siècle à Madagascar, révèle de conflits, de tensions que l'on n'ose pas dire. Donc, ce qui est très important quand on restitue ce climat malgache, c'est de prendre en considération toutes ces pesanteurs structurelles, mais aussi cette pesanteur culturelle. Et cette pesanteur culturelle joue, bien sûr, d'une façon, on pourrait dire, silencieuse. On n'aborde pas le sujet. On n'aborde pas le sujet parce qu'effectivement, c'est de l'ordre du non-dit. Donc voilà le climat général, l'arrière-plan général. Sauf qu'il y a un autre élément qu'il faut mettre en évidence, c'est la situation, on pourrait dire, l'inégalité sociale qui, à Madagascar, atteint des niveaux très importants. Alors, cette inégalité sociale, donc là, pour revenir en arrière, c'est le niveau d'instruction. Donc vous avez la génération Z, c'est dans ce diagramme, c'est ce bâtonnet, on voit très bien qu'elle est mieux scolarisée que les générations précédentes. Autre élément, les causes de la pauvreté. Alors là, la pauvreté, bien sûr, à Madagascar, on a l'image de la pauvreté, c'est les bidonvilles et c'est les dépotoirs. Donc les enfants malgaches, puisque nous verrons que c'est associé à des politiques d'assistance. Et donc là aussi, quand on compare la situation entre 2012 et 2022, pour la pauvreté, pour l'extrême pauvreté et pour la pauvreté modérée, on voit très bien que les catégories urbaines sont touchées par la pauvreté. Or, les catégories urbaines, c'est effectivement celles qui regroupent le plus de jeunes, puisque l'immigration, faute d'immigration extérieure, l'exode rural est essentiellement orienté vers la ville. Je continue. Alors là, c'est la fameuse l'énigme malgache de la pauvreté. Vous avez là un tableau très intéressant qui, la courbe en rouge, c'est la courbe du PIB par tête d'habitant. C'est un repère parmi tant d'autres, mais celui-ci est assez intéressant. Et quand on regarde l'évolution entre 1960 et 2020, on voit régulièrement cette baisse des revenus, en fait, puisque la production par tête d'habitant, c'est le revenu par habitant.
Et ceci est, on pourrait dire, marqué par différentes crises. Nous en reparlerons, donc des crises qui, quasiment décennales, selon un cycle qui est presque décennal. Et la courbe en bleu, c'est le taux de croissance, et le taux de croissance, sauf à certains moments, n'a jamais dépassé les 5%. Or, en Afrique, quand vous avez un taux de croissance, mettons, au Kenya, vous avez un taux de croissance qui a tourné entre 7 et 10%. C'est normal, quand une économie décolle, que vous ayez un taux de croissance important. Mais là, on n'est même pas dans une situation de décollage. Donc ça, c'est pour revenir à, on pourrait dire, à la situation, le contexte économique, le contexte démographique de la jeunesse. Maintenant, arrêtons-nous, et là je reprends le cours du sujet, arrêtons-nous sur le phénomène de l'inégalité dans la société malgache. Alors vous avez à Madagascar une élite, alors le terme peut être maladroit, un groupe social qui, souvent associé au pouvoir, souvent débitrice de ce pouvoir, a accumulé des biens d'une façon explosive. C'est-à-dire qu'en termes de, quand on compare avec la pauvreté, on est dans des échelles qui sont vraiment exponentielles. Alors, c'est assez intéressant et tous les historiens ont essayé de comprendre ces phénomènes d'accumulation. Alors, l'accumulation, elle a, on pourrait dire, on peut dégager des composantes. Et ça, c'est intéressant de voir comment les inégalités se créent et comment elles se renforcent. Première composante, et on va énumérer les différents scénarios. Première composante, ce qu'on appelle à Madagascar les anatans. Les anatans, ce sont les enfants des colons. Et effectivement, dans les années 50, 60, dans les années 60, vous avez une accumulation qui se fait, mais d'une façon, on pourrait dire, coloniale et néocoloniale. C'est-à-dire que vous avez des familles de Zanatans, voire aussi des familles réunionnaises, qui contrôlent certains pans de l'économie, essentiellement de la distribution et du marché. Ça, on pourrait dire, c'est déjà de l'histoire, puisque ces familles, à partir des années 1970-80, vont pas disparaître. Certains résident encore à Madagascar, mais perdent de leur autorité et de leur pouvoir économique. Deuxième groupe intéressant, c'est les Indiens et les Chinois. Alors, les Indiens et les Chinois, on remonte quasiment au début ou à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle. C'est l'arrivée d'Indiens comme travailleurs. Et là, c'est un scénario qu'on retrouve dans toute l'Afrique de l'Est et dans les îles de l'océan Indien. Des travailleurs qui vont très rapidement occuper des fonctions très précises, qui est le petit commerce, la boutique. Et qui vont, à partir de là, se renforcer démographiquement, c'est-à-dire que ça devient une petite minorité, mais par le jeu des alliances, par le jeu des capacités d'accumulation, par le jeu aussi des capacités de suivre des formations, les communautés indiennes, parce que là aussi, le phénomène est complexe. Il y a des hindouistes, il y a des catholiques, il y a des indiens musulmans, mais pour toutes ces raisons, cette catégorie sociale va très rapidement atteindre des niveaux d'accumulation. Et quand on fait aujourd'hui, par exemple, c'est très à la mode dans les hebdomadaires africains, quand on fait la liste des plus grands millionnaires malgaches, bon, dans les 10 premiers, il y a la moitié qui sont d'origine indienne. Ça, c'est un phénomène d'accumulation qui n'était pas associé au pouvoir, qui était, on pourrait dire, dans la définition weberienne, des gens qui investissaient dans l'avenir et dans le capital et dans l'entreprise, avec cette communauté d'entraide qui joue dans toutes les minorités.
Troisième catégorie, les Chinois. Alors les Chinois, c'est presque la même chose que pour les Indiens, c'est-à-dire c'est fin 19e, début 20e siècle. Alors, on dit schématiquement, et c'est plus ou moins vrai, les Indiens étaient à l'ouest, sur la rive, la côte ouest de Madagascar, et les Chinois étaient sur la côte est, hein, la côte qui fait face à la Réunion. Donc là aussi, phénomène d'accumulation avec, à la différence des Indiens, cette capacité de se métisser avec les Malgaches. Hein, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de familles chino-malgaches que de familles indiennes malgaches. Troisième, quatrième composition, et c'est là où l'élément va être déterminant, c'est qu'on voit apparaître à partir des années 1970 une bourgeoisie malgache, qui est d'abord une bourgeoisie d'office, liée, comme nous le verrons, à un système politique, mais qui va très rapidement investir dans des secteurs patronnés par l'État. Vous vous rappelez, dans le premier cours, je vous ai dit il faut prendre en considération la thèse de l'État néopatrimonial. L'État néopatrimonial en Afrique, c'est en réalité un État qui devient indépendant, mais qui est sous la tutelle d'une élite politique qui devient une élite économique. Et qui devient très rapidement, qui s'enrichit très rapidement, parce que le pouvoir d'État, quels que soient les régimes, quelle que soit la couleur idéologique des régimes, le pouvoir d'État a cette capacité de redistribution. Et cette capacité de redistribution, c'est les monopoles, c'est les investissements, c'est l'accès au crédit, c'est le contrôle des marchés extérieurs. Et tous les régimes qui vont se succéder à partir de Didier Ratsiraka, c'est-à-dire à partir des années 1970, vont produire ces élites malgaches. En réalité, on a à Madagascar, mais beaucoup plus que dans les autres pays africains, une oligarchie financière, économique et politique. C'est pas la petite bourgeoisie qui vit dans les villes, qui investit dans la terre, dans l'immobilier, qui est souvent issu de réseaux de fonctionnaires. Non, on est dans des phénomènes d'accumulation qui sont importants. Et ces phénomènes d'accumulation apparaissent. Pendant longtemps, c'était un petit peu masqué, c'est-à-dire que sous le régime de Didier Ratsiraka, c'est-à-dire un régime qui se disait socialiste, dans les années 80-90, afficher ouvertement sa fortune était mal vu. C'était un fadi, parce que ça remettait en cause l'unité de la nation. À partir des années 2000, c'est ouvertement affiché. Et cette accumulation prend des formes qui sont, disons, qui se déclinent pour tous les grands produits que Madagascar offre au marché mondial. Alors, si je vous dis Madagascar, c'est quoi? Quels sont les produits malgaches qu'on connaît? Vous allez dire, c'est la vanille, c'est le litchi, c'est le saphir. Moins connu mais très important parce que très apprécié par les Asiatiques, c'est le bois de rose. Vous avez des filières économiques, mais qui sont importantes, hein, qui permettent de faire vivre des milliers, des centaines de milliers de paysans, qui sont contrôlés par ces familles. Alors, dans le cadre des événements, on a parlé d'un individu qui a accumulé une fortune énorme, qui a quitté Madagascar et qui est maintenant prisonnier à Maurice. Il s'appelle Ravatomanga. On l'appelait, les Malgaches l'appellent Pierre Bleue. Alors malheureusement, il n'y a pas la photo, mais Pierre Bleue. Parce qu'il contrôlait, alors lui, il contrôlait tout.
tout ce qui pouvait être contrôlé, il y était. Et cette aristocratie, ou cette oligarchie plutôt, parce que le terme est très regroupé, elle a aussi cette capacité à s'insérer dans l'État, pas uniquement dans les secteurs économiques dits rentables, c'est-à-dire ceux qui, bon, effectivement, ont une plus-value très importante sur le marché international, mais aussi dans les secteurs de la vie quotidienne. C'est-à-dire, ils contrôlent, et nous verrons que c'est important parce que ça va expliquer en partie l'événement. On va vous le laisser comme ça, et puis vous choisirez vos images ici. Oui, d'accord. Ça va? Je choisis? Eh ben, je ne peux pas choisir. et puis sinon, si c'est celle-là, Essayez de remonter juste au précédent. laquelle? Celle-là. Celle-là? Non, on arrête. Bon, alors on va en faire. Non. Donc, autre élément de l'accumulation de cette oligarchie, le contrôle des services publics. C'est-à-dire, ils font de l'argent sur des biens rares et de valeur, et ça, à la limite, on s'y attend, mais ils font aussi de l'argent et de l'accumulation sur des services publics. Alors, les services publics, c'est l'eau et l'électricité. Donc vous avez une entreprise d'État qui s'appelle la Girama, qui distribue l'électricité et l'eau. Eh bien, cette oligarchie, elle a contrôlé, non pas dirigé la société publique. C'est de là. Ah, voilà. Ah, donc là, c'est pierre bleue. Donc là, c'est toute l'histoire de cette oligarchie. Hein. Là, vous avez les différents, les plus grands propriétaires malgaches. Donc vous avez des Indiens, vous avez des Malgaches, dont l'ancien président, vous avez un Malgache qui est le maire, l'ancien maire de Tananarive, et vous avez ce fameux Ravatomangat qui a quitté tout récemment le territoire en avion et se trouve maintenant non pas en prison, mais contrôlé à Maurice. Donc vous avez une accumulation qui passe aussi par les services publics, et donc ce Ravatomangat, il avait trouvé quelque chose de merveilleux. Il fournissait le pétrole aux centrales thermiques malgaches. Et donc, il fournissait du pétrole qui, dans l'océan Indien, le pétrole, vous l'achetez, si vous voulez, c'est du pétrole. On ne sait pas s'il est russe ou s'il est indien ou s'il était russe et il est devenu indien, mais vous l'achetez, vous passez en dehors des réseaux et des contrôles. Et vous le vendez à l'État malgache. Donc, c'est une oligarchie qui, effectivement, a fait état, on pourrait dire, de sa splendeur, mais sans aucune retenue, c'est-à-dire qu'en réalité, et là, on est dans le domaine quasiment de l'interdit, hein, c'est-à-dire que l'idée de la richesse est admise, l'idée de l'accumulation est aussi admise, mais le fait de le montrer d'une façon ostentatoire, en multipliant les pages de journaux, les émissions de télévision. Donc tout ceci, c'est une jeunesse qui, je répète, est diplômée, n'a pas de revenus parce que pas d'emploi, et qui est confrontée à des images, parce que nous verrons, c'est une jeunesse aussi connectée, qui renvoie à cette ultra-richesse d'une petite élite, mais d'une élite qui s'est construite en une génération. C'est quelque chose de fabuleux, cet enrichissement. Même des Français Zanatans qui avaient mis un certain temps à accumuler, eux, ils ont accumulé en une décennie. Alors je tente. Ah ben voilà, ça marche. Cette richesse, elle se voit dans la rue, et là c'est un élément important puisque c'est le cadre de la rébellion. Le cadre de la rébellion, c'est la ville de Tananarive. Et donc il faut, petit à petit, on va se rapprocher de cet événement, il faut restituer le cadre. Alors la ville de Tananarive est une ville
merveilleuse, très jolie, puisque c'est même une ville du 19e siècle, ce qui est rare en Afrique noire, subsaharienne. Donc vous avez les différentes collines de Madagascar, avec sur le haut des collines les palais royaux, alors que l'on voit plus ou moins. Hein. Donc vous avez une image non pas de réussite, mais en fait non pas d'abondance, mais d'aisance, témoignée par cette ville. Sauf que cette ville, c'est aussi les bas-fonds. Et les bas-fonds sont très importants à Tananarive. Tananarive est une ville qui a été construite sur des collines, où on a édifié les palais, puis les administrations. Et les bas-fonds, le terme bas-fond est juste, puisque ce sont d'anciennes rizières, donc c'est des zones qui sont facilement inondées, c'est des zones de bidonville. Hein? C'est-à-dire que vous avez une ville qui est, on pourrait dire, où le paysage dévoile, au-delà de l'accumulation de certains et de la pauvreté des autres, dévoile ce clivage social, ce clivage économique entre des quartiers. Alors, il y a un quartier qui est très connu à Tananarive qui s'appelle Ichoutre. C'est le quartier qui est régulièrement inondé à chaque mousson. C'est le quartier où il y a les enfants de la rue, qu'on appelle les 4 amis. Alors, je cite ça parce que je vais en reparler. Mais effectivement, on est à Tananarive dans un cadre urbain qui est révélateur de toutes ces tensions sociales, démographiques et économiques. Alors ces tensions, alors là j'essaye, hein. Ah, ça marche, c'est fabuleux. Ces tensions se voient au travers des voitures. Hein? Si vous adorez la collection des voitures françaises des années 60, allez à Madagascar. Il y a encore des 2 chevaux, il y a encore des 4L, il y a encore des 304, il y a encore des 404 qui roulent. Hein? Donc vous avez là une photo de la ville. Alors là aussi, on voit un petit peu le haut où il y a aussi les églises et les écoles pour la classe aisée, mais on voit ces 4L qui ont fait le tour du monde. Hein. D'ailleurs, Tananarive, c'est les collines, et donc quand vous prenez un taxi B, tout dépend de là où vous allez. Si vous allez très haut, le conducteur vous dit c'est pas possible, la voiture ne peut pas monter. Donc vous avez des taxis qui font les zones basses et des taxis plus chers qui vous amènent sur le haut des collines. Alors, cette confrontation, vous avez là l'autre image. Alors, c'est une image récente. L'ancien président aujourd'hui destitué, qui a fui, nous en parlerons si vous voulez, il avait été nommé président de la SADC. La SADC, c'est l'organisation régionale Afrique du Sud, Afrique australe et Océan Indien. Donc c'est un titre honorifique très important. Et donc, quand il a organisé la réunion où il a été élu président, il a commandé des voitures de luxe. Ah, c'est normal. Mais donc vous avez une série de voitures de luxe, c'est une arrivée de Chine ou du Japon, hein, mais qui effectivement faisait témoigner de ce clivage social qui est très pesant, parce qu'effectivement, si vous voulez là, en Afrique souvent, on explique la soumission des sociétés par le fait qu'elles ne connaissent pas la richesse. Et c'est vrai que quand vous habitez à 800 km de la capitale, quand vous avez comme horizon Tanette, la petite colline et la rizière, bon, la richesse, c'est la richesse du voisin qui a une vache ou un zébu en plus. La richesse, c'est le taxi-brousse qui passe une fois par semaine. Mais vous n'arrivez pas à la visualiser, la richesse. Or, dans la ville de Tananarive, cette richesse, vous la visualisez. Elle crève l'écran.
Donc voilà la situation des jeunes. Hein. Je répète, nombreux, formés, au chômage, confrontés à une richesse alors qu'ils sont pauvres. Autre élément important, c'est des jeunes qui ont eu des présidents jeunes. Ça aussi, c'est un paradoxe. Vous avez les 3 derniers présidents importants. Enfin, il y a eu quelques intérimaires entre eux. Didier Ratsirac, c'est les années 70, que vous avez là, qui était un capitaine de marine. Vous le voyez avec Fidel Castro. Alors il a duré 20 ans, mais c'est, on pourrait dire, la période catastrophique, c'est la période du socialisme. Ses alliés, c'était l'URSS et la Corée du Nord. Donc là, c'est toute une série de mesures qui sont prises, qui vont couler l'économie malgache. Mais c'était un jeune. Et un jeune qui était arrivé à la suite d'une mobilisation des jeunes. Le fameux mai 68 malgache qui s'est passé en 72. Donc vous voyez, vous avez là aussi une jeunesse qui est confrontée à des épisodes, on pourrait dire, où le pouvoir est jeune. Alors généralement, les pouvoirs autoritaires, ils adorent la jeunesse, mais ils n'aiment pas les jeunes. Hein. Ils adorent la jeunesse organisée, qui va manifester. Les jeunes, ils s'en méfient. Mais disons, pour les jeunes, on a une histoire qui n'est pas banale en Afrique. C'est que tous les présidents qui se sont succédés sont jeunes. Donc, après Ratsirac, vous avez Marc Ranaravel. Là. Alors lui, c'est un entrepreneur. Donc on passe d'un régime socialiste à un régime libéral, progressiste mais libéral, et on voit un de ses représentants de l'oligarchie malgache atteindre le pouvoir. Là aussi, à la suite de manifestations de jeunes. Ce président va durer 15 ans. Alors, il y a toujours des intermédiaires, des périodes, on pourrait dire, de transition. Puis vous avez un troisième président, c'est Andji Rajoelina, qu'on appelle TGV. Alors TGV, à mon époque, TGV c'était un ailier du Racing Club narbonnais qui marquait des essais. Alors on disait, il va très vite, TGV. Bon. Et là, je ne sais pas pourquoi, ils lui ont donné ce terme TGV. C'est vrai qu'il allait très vite. Il est allé très vite. C'est vraiment le jeune. Alors lui, autant Ratsirac, c'était un jeune discipliné puisqu'il avait fait l'armée, autant Marc, c'était un jeune, on pourrait dire, des nouvelles classes dominantes, c'est-à-dire qui avait fait l'école, qui avait fait les formations, qui avait investi, qui avait une entreprise. Nous avons là quelqu'un qui, effectivement, s'est enrichi sur l'État, mais aussi s'était enrichi avant son accès au pouvoir. Quant à TGV, c'est différent. C'est un disc jockey. Un disc jockey. Oui, mais ça vous étonne. À Madagascar, il ne faut jamais s'étonner de quelque chose. C'est un disc jockey qui avait été propulsé à la mairie ou vers la mairie de Tananarive par son prédécesseur qui était son tuteur. Bon, là aussi, c'est l'histoire. C'est un jockey qui a très rapidement compris qu'il allait gouverner Madagascar, mais aussi au travers de Facebook, au travers des médias, au travers... Alors c'était un jockey qui avait une société de communication. C'était pas il faisait la nuit, mais dans la journée, il était assez intelligent pour avoir créé les premières sociétés de communication dans les années 2000. Donc on a une jeunesse qui est confrontée à une histoire politique qui va, on pourrait dire, idéologiquement de la gauche à la droite, du socialisme à visage humain au libéralisme les plus purs et les plus intègres, mais qui en aucun cas répond à cette demande, à ce besoin de la jeunesse. Et ceci se vérifie
dans l'enquête suivante. Alors là, vous avez à Madagascar une société qui d'ailleurs au départ est une société kenyane, qui fait des enquêtes, qui s'appelle Afrobaromètre. Et autant, par exemple au Kenya ou ailleurs en Afrique, il y a beaucoup d'instituts de sondage, autant à Madagascar, les instituts de sondage sont peu nombreux, parce que, toujours pareil, la pauvreté limite l'accès à ce type d'enquête. Or, Afrobaromètre est, on pourrait dire, la société de sondage qui, sur le plan malgache, est assez intéressant. Alors, que nous montre ce sondage qui est fait auprès des jeunes en 2022, c'est-à-dire 2 ans et demi avant la génération Z. Il nous montre que les jeunes ont, vis-à-vis du pouvoir politique, une certaine réticence. C'est-à-dire qu'effectivement, ils sont très prudents par rapport à la vie politique. Quand on leur demande, mais si vous avez un problème, qui vous allez voir? Votre député? Non. Ils vont voir l'autorité coutumière. L'autorité coutumière, c'est l'autorité locale. Ils vont voir l'autorité familiale. Ils n'ont aucune confiance dans la vie politique. Même s'ils sont, durant toutes les campagnes électorales, instrumentalisés par les candidats. Mais bon, les campagnes électorales en Afrique, il y a beaucoup de gens, parce que les gens, une campagne électorale, c'est un moyen de boire, c'est un moyen de manger, c'est un moyen de s'habiller. Il faut bien comprendre que les mobilisations politiques en Afrique, elles sont aussi des modes de survie. Donc on a une jeunesse qui est, du moins si on s'en tient à ce sondage d'opinion, qui est très attentiste, ou qui est très déçue. Parce qu'effectivement, elle a vu une succession de pouvoirs politiques qui n'ont abouti qu'à l'enrichissement de certains. Une jeunesse aussi qui est, alors là c'est un autre sondage, pareil, de l'Afrobaromètre, qui est là aussi très réticente, ou même très hostile à la police. Parce que la police, je vous ai parlé de la corruption au haut niveau, maintenant je vais vous parler de la corruption au bas niveau. Parce que le système de la corruption, c'est une plaie, une épidémie, puisque si on ferme les yeux sur la corruption à haut niveau, pourquoi voulez-vous qu'on ne ferme pas les yeux sur la corruption à bas niveau? Donc ces jeunes sont très... Alors, c'est même pas une hostilité, ils sont très réticents, ils sont très suspicieux envers le système politique. Ils ont tiré les leçons, on pourrait dire, des différents changements politiques, et ils sont très réticents aussi par rapport à l'État, à l'administration, qui ne remplit pas ses tâches. Et entre autres, nous verrons des tâches basiques qui sont les services publics. Alors, dans ce contexte, il y a quelque chose d'assez intéressant. C'est, peut-être on vous en a parlé, c'est l'affaire du père Pedro. Le père Pedro, c'est alors, argentin, slovène, français. Hein, c'est un truc... mais c'est un type merveilleux. Alors tellement merveilleux que les gens se disent mais il doit y avoir quelque chose derrière, donc c'est toujours pareil. Quand les gens sont merveilleux, on dit mais il s'intéresse aux enfants, c'est dangereux, bon. Mais en fait, qu'est-ce qu'il a fait le père Pedro? Il est allé sur un dépotoir qui était le plus grand dépotoir d'Afrique, aux environs de la ville de Tananarive, où vivaient des familles. Où vivaient des familles et des enfants, ce qu'on appelle les 4 amis à Madagascar, c'est-à-dire les gosses qui sont regroupés par 4 et qui traînent dans la rue. Et sur ce dépotoir, il a construit une ville. Il a construit des maisons, il a construit des écoles, il a construit des cliniques. Le père Pedro, c'est
on pourrait dire, c'est l'antithèse. C'est pour ça que souvent les Malgaches ont un problème avec le personnage. C'est un type aussi qui est très habile en termes diplomatiques, parce qu'effectivement, il a trouvé des financements auprès de l'Église catholique, auprès des églises, mais auprès de tous les philanthropes. Et, disons, c'est le seul ministre du logement qui a en fait, il n'a jamais été ministre, mais en fait, de quelqu'un qui aurait pu être ministre du logement, parce qu'effectivement, il a construit. Alors, ça c'est... Donc, vous avez une photo du père Pedro, barbe blanche, avec ce qu'on appelle les 4 amis, c'est-à-dire ces petits-enfants qui vivaient de la décharge, qui avaient perdu toute relation avec les parents, ou une partie des relations avec les parents, et qui étaient regroupés. C'est pour ça que les Malgaches disent les 4 amis, parce qu'ils vivent en 4, par 4, donc ils se regroupent par 4. Et ça, c'est quelque chose d'assez important, parce que quand on parle avec les Malgaches sur le père Pedro, tout le monde reconnaît la contribution, mais il y a une sorte de gêne. Parce qu'en fin de compte, ce que fait le père Pedro renvoie à l'incurie de l'État. Voyez ? Donc ils disent, ça c'est le charity business. Ils disent, le Madagascar est devenu le charity business. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'associations dites charitables. Mais pas que le père Pedro, hein. Les catholiques, les protestants, les adventistes. Les adventistes sont très importants à Madagascar. Les réseaux philanthropiques qui défendent l'environnement et la population. Le seul secteur, on pourrait dire, qui fonctionne à Madagascar, c'est le secteur de la charité. Mais, si vous voulez, pour les jeunes, c'est quelque chose de gênant. On leur a enlevé la jeunesse, on leur a enlevé l'emploi, on leur a fait miroiter des projets politiques qui successivement ont échoué, tant au niveau économique qu'au niveau social. Et effectivement, ils ont que le seul signe de réussite, en fait, de success story à l'échelle malgache, c'est des gens qui viennent de l'extérieur et qui font de l'aide humanitaire ou de la coopération décentralisée, appelez-le comme vous voulez. Et ça, c'est un élément qui gêne. Qui gêne aussi parce que à Madagascar, vous avez un pouvoir, pas occulte, mais un pouvoir en arrière-plan qui est le Conseil œcuménique des Églises. Vous avez là une photo de l'ancien président, celui qui a été infiltré par les Français, qui est maintenant à Dubaï, le TGV, avec les 4 représentants des églises chrétiennes de Madagascar. C'est important que je vous fasse cette référence parce que je vais en reparler. Les 4 églises chrétiennes, c'est les catholiques, c'est les protestants luthériens, c'est les protestants évangéliques ou born again, et ce sont les anglicans. Il y a aussi les musulmans, on n'en parle pas, il y a aussi des adventistes, on n'en parle pas. Et donc vous avez un conseil œcuménique des églises à Madagascar, qui a toujours joué un rôle, on pourrait dire, un élément modérateur, qui est toujours dans les conciliabules avec le pouvoir. Donc, effectivement, pour les jeunes, il y a, on pourrait dire, ce qui est gênant, il y a dans l'envers du décor de l'échec économique, politique et social, il y a cette présence de l'aide humanitaire qui pose problème parce qu'effectivement ça leur renvoie l'image de l'échec malgache ou du malaise malgache. Et l'Église n'arrive pas, en fait l'Église constituée, celle des catholiques, des protestants, des luthériens et des anglicans, l'Église donne l'impression de contrôler la situation sans pour autant le faire. En réalité, il n'y a jamais eu à Madagascar de redistribution du pouvoir à travers les générations. Cette image des présidents jeunes est une image qui ne résiste pas à l'analyse sociologique.
le pouvoir est toujours détenu par les aînés. Alors vous avez là une image assez intéressante. C'est d'ailleurs un président qui a fait l'intérim pendant 2 ans et qui donne le drapeau à un jeune gendarme tout frémolu sortant d'une école militaire. Donner le drapeau, c'est effectivement c'est un geste symbolique. Mais ça ne s'est jamais passé dans la réalité. Donc une jeunesse qui se sent exclue. Alors passons maintenant à la situation qui précède la génération Z, c'est-à-dire l'année 24 et début de l'année 25. Qu'est-ce qui se passe durant l'année 24 ? Vous avez, et là c'est le calendrier électoral, vous avez des élections qui sont victorieuses pour le président, Rajavel, le fameux TGV, et qui sont des élections qui ne sont pas truquées, qui sont des élections faussées. Il n'y a pas d'opposition. La participation électorale est d'ailleurs très, très faible. Les votes sont achetés. C'est la campagne orange, donc vous avez une photo du président qui va être réélu avec son épouse. Et avec toute cette capacité, parce qu'il venait de la communication, cette capacité à mener une campagne politique sur les médias, au travers de grandes manifestations, et avec un marchandage, en fait, un achat de vote qui était, bon, qui là aussi a fait apparaître Madagascar comme un peuple soumis, un peuple qui n'avait aucune liberté de penser et aucune élégance, et qui était rentré dans cette joute électorale qui, effectivement, sur le papier, donne un vainqueur, par chaos, hein, c'est 85%, hein, mais en réalité montre une véritable césure. Alors, assez intéressant, autour de, toujours pareil, les individus ont parfois... Alors, vous avez derrière le président, alors sur la photo de droite, vous avez le président, Anji, le fameux TGV, et vous avez son colistier qui s'appelle le général Bomba, avec le chapeau. C'est merveilleux. Le général Bomba a quitté précipitamment Madagascar et il a une maison à Toulouse. Alors, il ne faut pas s'apitoyer sur son cas. Hein. Bon, donc effectivement, vous avez là une situation qui n'a pas trouvé de recours politique, c'est-à-dire que la désespérance sociale ou générationnelle, elle s'est doublée d'une désespérance politique. Il n'y a pas de recours, il n'y a pas de possibilité. Y compris même des anciens présidents qui voulaient se présenter, n'ont pas pu le faire ou n'ont pas voulu le faire. Bon, la situation était bloquée et explique en partie le fait que la politisation de la jeunesse a progressé durant cette période-là. Durant cette période-là, c'est-à-dire l'année 2024, il y a une succession d'affaires qui sortent. Alors, les affaires qui sortent, c'est le bois de rose, le saphir, la vanille et le litchi. Alors, c'est assez... alors, pour la vanille, vous avez en 24 une très belle récolte de vanille qui se vend mal. Parce qu'au niveau mondial, il y a de nouveaux concurrents, il y a de nouveaux producteurs de vanille. Mais qui se vend mal aussi, puisque vous avez un monopole de la vente qui est assuré par des hommes liges ou des partenaires du pouvoir. Donc vous avez une partie de l'île, alors essentiellement la côte est, qui a été touchée par la mévente de la vanille. Les jeunes de Tananarive sont apparentés avec les familles de la côte est. C'est la même chose pour le litchi, c'est la même chose pour le bois de rose. Alors le bois de rose, c'est des scandales à répétition.
Alors, pour une raison qui, là aussi, est extérieure à Madagascar, c'est que dans la politique de protection de l'environnement, les associations ou les instituts ont souvent ciblé leur campagne sur des excès de consommation. Donc l'excès de consommation, c'est le charbon de bois. Alors, régulièrement, on reproche aux Malgaches de faire disparaître leur forêt parce qu'ils doivent se chauffer et parce qu'ils doivent faire de la nourriture. Mais en fait, il y avait aussi cette idée que les grandes richesses du pays avaient été détournées au profit de cette oligarchie. Et c'est des campagnes qui sont des campagnes faites sur le net. C'est-à-dire, on n'en parle pas, ou on en parle très peu dans les journaux, parce que c'est un sujet délicat, mais on en parle beaucoup sur Internet. Or, cette jeunesse est connectée, commence à l'être. Et donc, effectivement, l'opinion publique, sur le papier, dans les années 24, c'est-à-dire il y a un an, n'existait pas. Le président avait été réélu triomphalement, tout allait bien. Sauf qu'il y avait un débat, alors qui échappait au grand réseau de communication, mais qui marquait la société malgache au travers, alors essentiellement de ces abus, de ces excès. Tout le monde savait que le bois de rose était exporté, même si c'était interdit par la réglementation internationale. Tout le monde savait que les fruits de mer, enfin, certaines variétés de fruits de mer étaient exportés, même si c'était interdit par la réglementation internationale. Et c'est des choses qui commençaient à être divulguées par une nouvelle voie de communication qui était Internet. Assez intéressant aussi de voir comment les jeunes répondent. Donc vous avez de 2008 jusqu'à 2022, et on voit qu'à un moment donné, effectivement, il y avait un assentiment plutôt positif, et à la fin, à partir de 2018, vous avez un phénomène de rejet de la population qui estime que tant sur les questions de sécurité, sur les questions alimentaires, que sur les questions d'accès aux services publics, il y avait un déficit flagrant. Donc voilà la situation à la veille de la génération Z. Là, on se rapproche. Mai, juin, juillet, août. Mai, juin, juillet, août, vous avez deux images. Une image de bidons, des montagnes de bidons. Les montagnes de bidons, en fait, c'est l'alimentation en eau qui est devenue totalement déficiente. C'est-à-dire que vous avez là une carence qui a été plus ou moins gérée, mal gérée, mais du moins les mines malgaches avaient trouvé la solution, c'était tout simplement d'accumuler de l'eau. D'ailleurs, dans les manifestations, les bidons vont réapparaître, plutôt comme image de contestation. Et donc vous aviez à Tananarive, en juin dernier, ces montagnes de bidons qui attendaient d'être alimentées, parce que il y avait des coupures. Il y avait ce qu'on appelait les délestages. Coupure d'eau, coupure d'électricité. Et donc ça, c'est un élément qui est important parce que autant les pauvres étaient touchés depuis 20 ans à Tananarive, on a une pauvreté extrême qui est mesurée statistiquement, mais le manque d'eau touche la population presque dans son entier, dans sa totalité. Autant les bas quartiers que les hauts quartiers. Alors encore plus les hauts quartiers, parce qu'effectivement l'alimentation en eau n'y arrive pas. Ça c'est très important. C'est-à-dire qu'une partie de la société malgache qui pouvait être effrayée par la contestation sociale, y compris par les humeurs de la jeunesse, est touchée.
dans sa vie quotidienne. Je vais vous donner un exemple qui m'apparaît important. Durant l'été dernier, alors l'été dernier, c'est le retour des Malgaches expatriés. Les Malgaches qui sont en France, les Malgaches qui sont aux États-Unis, en Belgique, en fait surtout en France. La communauté malgache en France est très importante. Elle n'est pas très présente, elle n'est pas très visible, mais elle est très importante. L'été, c'est le retour des Malgaches dans leur famille. Donc ils découvrent à chaque fois, chaque été, ils découvrent le caractère récurrent des problèmes et parfois la détérioration des problèmes. Or cet été, ils ont découvert un fait nouveau, c'est qu'il n'y a pas d'eau. Moi j'ai des amis malgaches qui ont dit, bon, mais on est allé voir notre famille, on ne leur a pas dit, mais on a pris une chambre d'hôtel pendant 2 jours pour se laver. Et ce ne sont pas des familles pauvres, hein. C'est ce qu'on appelle la petite bourgeoisie de Tananarive, celle qui produit des enseignants, des fonctionnaires, des médecins, des dentistes, bon, une élite qui est une élite essentiellement de la fonction publique. Donc ça c'est un élément qui a joué dans cette prise de conscience ou dans cette mobilisation, du moins des esprits, avant la mobilisation des cœurs et des corps. Autre élément intéressant, c'est la famine dans le sud du pays. Alors, à mon avis, le sud du pays, c'est Tuliar, c'est l'extrême sud, c'est très loin de Tananarive. Avant que les gens de Tuliar viennent à Tananarive, il n'y a aucun danger. Mais en réalité, c'est une situation récurrente. Dans l'histoire malgache, dans l'histoire des mobilisations malgaches, ce que les malgaches appellent les routaks, mobilisations violentes, ça commence toujours dans le sud. Le sud, c'est le poids à gratter de la vie politique malgache. Alors ça s'est vérifié en 1972, ça s'est vérifié en 2009. Donc c'est des choses qui, effectivement, dans la psychologie malgache, est important. C'est-à-dire que la pénurie d'eau à Tananarive, ça frappe parce que effectivement, on est au cœur du système. On a l'impression d'être au cœur du système. On n'est pas protégé. Et les problèmes récurrents, souvent d'origine climatique, qui touchent les populations du Sud, sont aussi des alertes pour les Malgaches, parce que ça renvoie à le fameux mai 68 malgache qui a eu lieu en 72 et qui avait commencé en bas, qui avait commencé à Tuliar, au sud. Excusez-moi, au sud. Donc ça, c'est un élément qui participe à la construction d'une opinion publique, alors silencieuse encore. Il ne se passe rien. En mai, juin 25, il ne se passe rien. Même en juillet, août, il ne se passe rien. Mais ça participe, on pourrait dire, à ce rejet d'un système qui apparaissait de plus en plus pénalisant pour la société. Toujours pareil. On ne récuse pas la richesse, mais on récuse la richesse lorsque celle-ci est perçue comme un vol. Et ça, c'est quelque chose d'assez classique dans les sociétés dites traditionnelles. Les Pyrénées faisaient partie de ce type de société au XIXe siècle, où effectivement la richesse est synonyme de vol, pas nécessairement synonyme d'accumulation. Autre élément intéressant durant cette période-là, donc on se rapproche de l'événement, est le fait que la connexion Internet va jouer à fond. Alors ça, c'est quelque chose d'assez intéressant. Il y a des pénuries d'eau, il y a des pénuries d'électricité, donc congélateur, frigo, ça ne marche pas, mais il n'y a pas de pénurie de smartphones. Tout simplement parce que dans chaque quartier, dans chaque rue, dans chaque boutique, vous avez la possibilité d'alimenter votre smartphone. C'est-à-dire qu'on a une société qui, à partir
de 18h30, la nuit tombe vite à Madagascar, comme d'ailleurs en Afrique. À partir de 18h30, se calfeutrer, le froid, la peur, le manque d'eau, le manque d'électricité, c'est l'ambiance. Mais les jeunes, eux, ils avaient leur smartphone. Alors, à la différence du Kenya où vous avez 110% de smartphones par tête d'habitant, hein, à Madagascar c'est 10%. On n'est pas dans les mêmes échelles. Mais c'est les jeunes. Alors c'est des smartphones reconditionnés, c'est des smartphones d'occasion, peu importe. Mais vous avez à Madagascar une réalité qui, là, à partir de juin, juillet, août, commence à découvrir, alors les excès du pouvoir, ça, ils commençaient à le savoir, mais à découvrir, on pourrait dire au-delà des excès du pouvoir, toutes les manigances, tout le blocage d'une économie, d'une société. Les jeunes sont sur Internet. Alors, quelques minutes, 10 ou 20 minutes, ils ne sont pas sur Internet, ils ne visionnent pas des films, non, c'est des informations. Alors, sur Internet, il y a de tout, y compris les fake news, y compris du conditionnement, mais peu importe. L'opinion publique était en train de se réveiller. Et de se réveiller au travers d'un média qui ne pouvait pas être contrôlé par le pouvoir. On contrôle la radio-télévision, on contrôle et on fait peur à la presse écrite, on ne contrôle pas Internet. D'autant que les mêmes oligarques que je vous ai cités, ils ont des participations dans les sociétés d'Internet. Donc, on pourrait dire dans un système qui est piégé de lui-même et par lui-même. Or, qu'est-ce qu'on découvre? Et ça, c'est le fait nouveau par rapport au Kenya. On découvre que les jeunes malgaches, bon, ils font comme les jeunes kenyans, c'est-à-dire ils utilisent les réseaux sociaux. Ils utilisent les réseaux sociaux qui sont des réseaux sociaux basiques, TikTok, Instagram, bon. Mais ils utilisent aussi, et ça c'est le fait nouveau, un réseau social qui s'appelle Discord, qui est un réseau social au départ de gamers, c'est-à-dire des gens qui jouent sur vidéo et qui sont en relation. Et qui est un réseau social qui ne peut pas être contrôlé par le pouvoir. Ça, c'est un élément nouveau, qui n'existait pas dans le cas kényan, qui existe à Madagascar, qui a existé aussi en Asie, au Népal, où on voit apparaître ce réseau social qui a une capacité, pas de mobilisation, mais d'éducation, de sensibilisation, de diffusion. C'est-à-dire que cette opinion publique qui apparaissait, on pourrait dire, assommée par tant d'années, de décennies économiques, sociales et politiques de domination, elle commence, là aussi, on n'arrivera jamais à trouver la bonne chronologie, mais du moins, à partir du mois de mai, juin, juillet, août, les jeunes prennent conscience d'une réalité qu'ils soupçonnaient, mais qui effectivement deviennent de plus en plus crédibles, même si c'est des fake news, hein, toujours pareil, l'opinion publique n'est pas angélique. Passons maintenant à l'événement. Alors ça c'est intéressant, c'est-à-dire que l'événement c'est en quelques jours la mobilisation, les manifestations, la répression, la destitution du président, le départ du président, la nomination de nouveaux présidents et de nouveaux gouvernements. Donc, la génération Z à Madagascar, entre guillemets, elle a réussi. C'est-à-dire que vous avez ce que certains jeunes appellent une saison, vous avez une série d'événements qui effectivement donnent l'impression, plus que l'impression, affiche un renversement du pouvoir. Alors,
arrêtons-nous sur ces séquences, parce que là, on n'est plus dans les décennies qui précèdent, on n'est plus dans les quelques mois qui précèdent, on est vraiment au cœur des événements, c'est-à-dire quasiment, là je vous ai donné, on est sur une chronologie jour après jour. Alors, ça commence comment? Ça commence par des grandes manifestations qui se soulèvent pour des raisons, on pourrait dire, basiques, l'accès à l'eau et à l'électricité. La ville de Tananarive se prête bien à ça. C'est une ville qui est une vieille ville, où il y a effectivement, pour l'armée, pour la gendarmerie, pour la police, c'est assez difficile à réprimer des mobilisations de jeunes qui sont relativement mobiles. Donc la contestation qui démarrait sur des revendications basiques, l'eau et l'électricité, a pris de l'ampleur, parce qu'effectivement le tissu urbain se prête à des mobilisations, pas de faible intensité, mais ne sont pas nécessairement massives. À Tananarive, vous avez un boulevard central avec l'ancienne mairie, ou la nouvelle mairie. Là, c'est un boulevard. Là, effectivement, les manifestations sont très difficiles parce qu'elles sont facilement réprimées. Vous avez une plaine où il y a les grands hôtels internationaux, là aussi c'est assez ouvert. Mais le reste de la ville, vous avez vu une photo, c'est non pas des ruelles, mais des rues. C'est une ville, on pourrait dire une ville de province française des années 50. Et donc la mobilisation s'est faite assez facilement, parce qu'effectivement elle était dans un milieu pas propice, mais qui permettait aux jeunes de prendre la parole et d'être très rapidement visualisés, parce que c'est dans la capitale, parce qu'il y a des agences de presse, parce qu'il y a un minimum, on pourrait dire, de couverture médiatique. Ces manifestations vont, alors là on est devant un cycle classique, vont être réprimées. Cette répression va faire des morts, en tout 22. On n'est pas dans les échelles asiatiques, hein. 22, mais c'est déjà suffisant. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que dans cette jeunesse qui manifeste, alors vous avez là une photo des premières manifestations. Alors, les forces qui sont avancées, c'est la gendarmerie. Alors, il faut savoir que à Madagascar, vous avez la police, mais le véritable corps d'armée qui s'occupe de la sécurité civile, c'est la gendarmerie. L'armée, non. L'armée, tous les pouvoirs à Madagascar sont un petit peu inquiets de l'armée. L'armée n'est pas un corps sûr, fidèle. En revanche, la gendarmerie l'est. C'est des gendarmes qui sont équipés de costumes français d'occasion. Bon, ce qui a fait dire à certains que les Français avaient armé la gendarmerie, non. Ils avaient vendu il y a tout un trafic d'armes de guerre et d'ustensiles et d'outils et de vêtements. Bon. Et là, vous avez effectivement la gendarmerie qui fait son service d'ordre avec les excès d'un service d'ordre qui est attaqué par une rébellion qui, effectivement, est très mobile. Et souvent, est informée en direct du mouvement des foules, du mouvement de la gendarmerie. Autre moment important, là, on est dans la conjoncture courte. Hein. Donc, ça démarre 25 septembre, ça va se terminer le 12 octobre. On est dans un temps très court. Autre élément intéressant, c'est que dans et là, regardez la photo d'en bas, vous avez une manifestation des jeunes, et vous avez devant la manifestation des jeunes, des motos. Vous savez, mon envie toujours de dire, mais il y a toujours une moto en Afrique. Hein. Oui, mais là, regardez ces motos, c'est pas des motos de taxi, c'est pas des motos de jeunes qui tentent de survivre en transportant. Non, c'est des motos un petit peu de luxe. C'est-à-dire que vous avez, dans ces manifestations,
qui viennent du peuple, c'est-à-dire qui sont alimentés par une revendication jeune mais populaire. On retrouve toutes les classes sociales. Il y a des représentants de la bourgeoisie malgache. En fait, il y a des enfants de la bourgeoisie malgache. Bourgeoisie malgache qui a été paupérisée par ces problèmes d'alimentation, de survie. Et ça, c'est intéressant, hein. Le basculement est là. C'est-à-dire que ce n'est pas qu'une mobilisation de protestataires jeunes, c'est une mobilisation de protestataires, de jeunes issus de toutes les couches sociales. Avec d'ailleurs une sorte de, de jeu de mots, Rajoelin, ça c'est le président, TGV, un génocidaire. C'est bon. Les mobilisations créent énormément innovent, quoi. Bon. Donc le terme génocidaire, vous savez, en Afrique maintenant tout le monde se balance ce terme, parce que même pas qu'en Afrique. Mais en fait, c'est le mot facile pour discréditer un pouvoir. Non, génocidaire, ethnocide, urbacide, et là c'est génocidaire. Hein. C'est-à-dire celui qui tue les jeunes. Bon, ce qui est en partie vrai, mais qui n'est pas la réalité. Mais ça, c'est très important de voir que cette mobilisation, elle a débordé le cadre, on pourrait dire, de ces rébellions de chômeurs. En fait, Madagascar était habitué à avoir toujours des coups de sang populaires. Hein. On disait, c'est les gens qui font du kung-fu, ils sont très dangereux, c'est des voleurs, c'est les quatre amis, c'est-à-dire ces gens qui traînent dans la rue. Là, non, là ils y sont, ceux-là. Mais il y a aussi ceux qui viennent d'une bourgeoisie installée, mais qui est paupérisée par la situation économique. Deuxième partie, le dénouement. Pas le dénouement final, le dénouement particulier. L'intervention de l'armée. Alors l'armée, je vous l'ai dit, elle a toujours été suspecte, et donc de ce fait, tous les pouvoirs politiques ne se sont pas très tracassés de l'armée malgache. Elle est sous-équipée, elle n'a pas de fonction, puisqu'en réalité la fonction de maintien de l'ordre est assurée par la gendarmerie. La seule chose qu'elle est à Tananarive, c'est qu'elle a une caserne, qui est une caserne de munitions. Ce n'est pas une caserne très importante, il n'y a pas beaucoup d'effectifs, mais il y a au moins des officiers et du matériel. Et cette armée va prendre parti du côté des manifestants et affronter la gendarmerie. Alors c'est pas nouveau, hein, nous le verrons. Mais du moins là, ça se passe comme ça. Donc vous avez une photo d'un 4x4, vous voyez, ils n'ont même pas de matériel pour, avec des militaires qui sont en armes, mais en fait, ils n'ont pas tellement la capacité d'affronter la gendarmerie. Mais c'est là le fameux point de bascule que les journalistes tentent de trouver à chaque événement, là il est là. C'est-à-dire qu'effectivement, l'armée rentre dans le jeu contre la gendarmerie et contre le pouvoir. Ça c'est l'élément déterminant, d'autant que le pouvoir va tenter de faire des contre-manifestants qui vont échouer. C'est-à-dire que le pouvoir a aussi cette capacité de mobiliser, mais pas suffisante pour limiter l'ampleur des événements. C'est plus précisément, c'est le 12 octobre. Tout s'est passé le 12 octobre. Alors ce qui est intéressant, et ça c'est toujours pareil, c'est bien révélateur de Madagascar, c'est que le leader de cette mutinerie de l'armée, c'est ce monsieur que vous avez là. Et bizarre, hein? La première fois que je l'ai vu, j'ai dit, ben c'est un légionnaire balte qui a mené la rébellion. Non, non, non.
Il s'appelle Démosthène. Ah, j'ai oublié son nom, mais son prénom Démosthène, déjà c'était très plaisant de dire, voilà. En fait, c'est très intéressant parce qu'en réalité, celui qui a fait le coup d'État, enfin, ou du moins qui a retourné la tendance au profit des manifestants, c'est un métis. Sa mère est malgache, son père est grec. D'où Démosthène. Et moi, quand je l'ai dit, je me dis, ça y est, hein, les métis sont au pouvoir. Mais il n'est pas resté au pouvoir. Il est chef d'état-major, il restera chef d'état-major, mais il n'a pas pris le pouvoir. Donc vous voyez déjà, y compris dans l'événement, vous avez ce que j'appelle ces fadis, c'est-à-dire ces interdits. Hein. On ne peut pas faire une révolution malgache en mettant quelqu'un qui n'est pas malgache. Enfin, c'est pas ce que je pense, c'est ce que les gens disent. Vous voyez ? Donc ça c'est un moment, on pourrait dire, assez intéressant, assez classique. Dans toute prise de pouvoir en Afrique, l'armée prend parti du côté des manifestants, c'est pas la première fois, mais là, de façon pratique, celui qui s'impose et qui va être nommé comme chef d'état-major, c'est-à-dire on lui reconnaît cette paternité du coup d'État, en lui accordant un titre qui est tout de même important, chef d'état-major. C'est quelqu'un qui n'est pas, au nom des valeurs malgaches, qui n'est pas malgache. Hein, donc vous voyez, vous montrez que, y compris quand l'histoire s'accélère, il y a des restrictions. Alors, suite à ce qui se passe, là on était le 11 octobre, il va y avoir, entre le 11 et le 22 octobre, il y a une succession d'événements. D'abord, il y a le départ du président TGV, alors qui est infiltré par les Français, qui lui permettent de... Non, mais tout compte fait, c'est bien, parce qu'au moins, il ne pouvait pas mettre la pagaille. Donc, il est infiltré, alors c'est assez rocambolesque, il est infiltré dans une caisse, d'abord sur l'île de Sainte-Marie. Alors, l'île de Sainte-Marie, c'est sur la côte est, c'est une île qui avait demandé d'être rattachée à la Réunion. Alors là, il n'y a plus rien. Non, et il est infiltré par les Français qui envoient un avion à l'île de Sainte-Marie le récupérer. Mais en fait, toute l'élite au pouvoir, en fait, le groupe, le clan qui est au pouvoir, quitte le pouvoir, c'est-à-dire le président quitte d'une façon étonnante, Pierre Bleu, Ravalomanana quitte pour Maurice, où il sera arrêté, le général Bomba quitte Madagascar, est-ce qu'il est à Toulouse, je ne sais pas, mais en fait, en l'espace de peu de temps, le pouvoir est vacant. Mais la haute cour constitutionnelle, bon, ça y est, la photo a disparu, c'est la seule institution qui a survécu. La haute cour constitutionnelle décide de nommer ou d'investir, le terme est plutôt investir, un président, hein, le nouveau président malgache qui s'appelle Randriana Nirina, qui effectivement est un militaire, qui avait déjà un petit passé de complotiste, qui avait une tension avec le précédent président, mais qui effectivement apparaît comme politiquement vierge, c'est-à-dire qu'effectivement arrive au pouvoir intronisé par la haute cour constitutionnelle. Et intronisé surtout derrière la haute cour constitutionnelle par le Conseil œcuménique des Églises. C'est-à-dire que le Conseil œcuménique des Églises, je répète, ce conseil qui regroupe les catholiques, les protestants luthériens et les anglicans,
en fait le principal ou même religion sur l'île, soutient, valide, et derrière le Conseil économique, c'est le Vatican. En fait, il faut bien comprendre que l'arrière-plan diplomatique est important, valide ce changement constitutionnel. La Haute Cour constitutionnelle qui avait précédemment validé l'élection du président. Donc on est dans une situation assez étonnante où les institutions du pouvoir déchu valident le nouveau pouvoir, y compris les députés. Parce que le NJ-TGV, il avait une alliance avec des députés qui venaient d'horizons différents, d'ailleurs qui venaient aussi du Parti communiste pro-soviétique malgache. Donc vous voyez, vous avez des situations assez étonnantes à Madagascar qui viennent de l'accumulation des dissensions. Donc vous avez là un changement qui apparaît comme miraculeux, c'est-à-dire que les voleurs sont partis, ils ont pris l'avion, certains ont atterri à Dubaï ou à Toulouse, je ne sais pas, mais du moins sans encombre, d'autres ont été arrêtés. Alors Ravatomangat, tout de même, la justice mauricienne a mis en évidence des trafics l'équivalent de 5 milliards de dollars. 5 milliards de dollars, c'est 2 fois le budget malgache, en fait. Les échelles complètement folles. Bon. Donc vous avez une sortie de crise qui est assez étonnante et qui donne l'impression que, là je vais terminer dans un peu de temps, qui donne l'impression que les jeunes ont été tournés la phare, en fait, les jeunes ont été doublés par les aînés. Et donc vous avez aujourd'hui une période, alors cette période s'appelle une période de refondation. Le gouvernement a décidé de refonder Madagascar. Les politologues diront que c'est une période de transition. Donc on pourrait dire que la génération Z, elle a gagné l'épreuve du feu, elle a perdu, ou a en partie perdu, l'épreuve politique. Hein? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la question c'est quel est le devenir de cette génération Z, qui a su si bien mobiliser sur Internet et dans la rue. Est-ce qu'ils vont admettre ce changement qui est en réalité un remodelage consacré par les églises? Ça c'est très important. Alors par exemple, dimanche dernier, le président est allé dans un temple, parce qu'il est protestant. Dans un temple, il était habillé d'une aube blanche. Il a fait un discours sur la nécessité de refondation. Et les journaux, Internet, a montré le président en disant que c'était le nouveau berger. Donc on voit tout de suite. Bon. Donc l'inconnu est là. L'inconnu, c'est la capacité du nouveau pouvoir à faire une nouvelle politique, mais dans les difficultés, parce que pour la jeunesse, cette capacité ou non des jeunes d'être autonomes vis-à-vis de ce projet. Donc déjà, il parle d'un parlement des jeunes, en fait, vous voyez, on est dans des scénarios qui sont des scénarios de contrôle, qui donnent l'impression qu'en réalité, ce qui s'est passé en septembre-octobre 2025, c'est une répétition de ce qui s'était passé en 2009. C'est une répétition de ce qui s'était passé en 72. C'est-à-dire qu'en réalité, la jeunesse est toujours l'élément perturbateur, mais au final, elle n'a pas les avantages ou elle n'a pas les postes qui devraient lui revenir. Alors ça, c'est une histoire qui est toujours en cours. Donc soit on dira l'affaire est clos, la séquence est fermée, un nouveau pouvoir se met en place, peut-être beaucoup plus ouvert, peut-être beaucoup plus réformiste que le précédent, soit alors la jeunesse poursuivra sa mobilisation.
Bon, les mois qui viennent, nous dirons là-dessus, nous apporterons une réponse là-dessus, mais en fin de compte, on a l'impression que les aînés ont bien récupéré l'affaire. Et donc on en revient toujours à cette idée, Madagascar est une société où les aînés ont le pouvoir, autant dans les familles, dans les villages, dans les rues et au niveau national, et en fin de compte imposent, au terme de négociations, parfois dures, imposent leur vouloir. Donc il faut regarder ce qui va se passer, mais enfin en première vue, ce n'est pas clos, mais c'est relativement bien avancé pour les élites au pouvoir. Je vous remercie, alors je m'excuse pour les problèmes. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez nous rejoindre à l'Université du temps libre de Tarbes et de Bigorre à l'adresse utl-tb.info. Et n'oubliez pas, si ce n'est déjà fait, de vous abonner.